Mesdames, Messieurs, bienvenue. Merci d'être avec nous au second numéro de Rio by Africa, votre série de magazines réalisée par 10 journalistes africains réunis à l'occasion du sommet des Nations Unies sur le développement durable qui se tient du 20 au 22 juin à Rio de Janeiro au Brésil. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la problématique de l'eau. Car il faut le savoir, c'est un défi qui reste encore à relever dans de nombreux pays sur le continent africain. Et le sujet est bien au cœur des discussions au cours de ce sommet Rio plus 20. C'est devenu une routine. Napoléon et son équipe sillonnent les cours de Douala au Cameroun pour apprécier les dégâts provoqués par l'avancée de la jacinthe d'eau sur l'environnement. Donc vous voyez, tout est complètement bloqué et bouché. Donc ça veut dire que ici, les pêcheurs ils vont sortir difficilement. Et même les poissons qui sont ici, comme la jacinthe d'eau absorbe beaucoup de l'oxygène, c'est parti ailleurs. Depuis un an, il a découvert comment tirer un peu de profit de cette plante aquatique qui étrangle les fleuves et les rivières dans le pays. À chaque descente sur le terrain, c'est l'occasion pour l'équipe de récolter de la jacinthe d'eau. Elle sera acheminée dans ce hangar où une cinquantaine de jeunes la découpent, puis la transforment en biofertilisant pour les cultures ou en pâte pour la fabrication du papier. Avec ça, on peut produire un livre comme ça. Là. À base de papier de la jacinthe. Oui. L'État encourage cette initiative. L'année dernière, le gouvernement a débloqué 200 millions de francs CFA pour la formation des Camerounais à la valorisation de la jacinthe d'eau. Le gouvernement, pour promouvoir la protection de l'environnement, a choisi le moyen mécanique qui consiste à récolter la jacinthe d'eau. Mais le problème s'est posé, si on récolte la jacinthe d'eau, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on doit, si on récolte et on va déposer dans un autre milieu, ça peut créer d'autres problèmes. C'est pour ça qu'on a pensé qu'il fallait récolter la jacinthe d'eau, mais la valoriser pour donner une plus-value à cette plante qui a des effets négatifs. Une fois les eaux libérées, les populations riveraines pourront à nouveau se livrer à la pêche et surtout circuler librement sur les eaux camerounaises. En tant que chef des négociateurs africains, est-ce que vous êtes content des négociations jusqu'à présent? C'est aujourd'hui notre dernier jour et je peux vous assurer que c'est une négociation incroyablement difficile. Mais nous avons fait des progrès substantiels sur la plupart des sujets. Pour nous, en Afrique, l'économie verte est une opportunité pour créer de nouveaux processus, pour se débarrasser du gaz carbonique et utiliser les dernières technologies, par exemple en choisissant les technologies vertes, comme l'eau, la mer et le vent. Toutes les énergies capables de créer des richesses en respectant la nature. Est-ce que vous pensez que les pays africains donnent la même définition à l'économie verte? En tant qu'Africains, certainement. Nous, les Africains, nous donnons au mot le même sens et nous sommes venus ici avec des objectifs communs et un langage commun.
Est-ce que l'argent empêche d'aller plus vite en l'absence de volonté politique? Les gens accordent beaucoup d'importance à la question du financement. Mais comme nous le savons, quand il y a une volonté politique pour sauver la planète, le problème, c'est toujours l'argent. Aujourd'hui, nous devons juste nous engager en faveur de mesures concrètes pour l'économie verte. Pour y parvenir, nous devons être aidés dans ces engagements. Nous avons besoin d'argent pour acheter des technologies, pour transformer notre économie. Il faut aussi de l'argent pour investir durablement dans la formation. C'est de tout cela dont nous avons besoin aujourd'hui. À Rio de Janeiro, ce n'est pas l'heure de la samba brésilienne, mais une occasion pour discuter une fois encore du développement durable. Le développement durable, un processus dans lequel s'est engagée l'île Maurice. Vous allez le voir à travers ce reportage de Cynthia Moutou. Sur cette île perdue dans l'océan Indien, plusieurs initiatives ont été prises. Comme toutes les îles de l'océan Indien, Maurice n'échappe pas au changement climatique. Montée des eaux, hausse des températures, pluies torrentielles. Chaque Mauricien doit s'adapter à ces changements et essayer d'en diminuer les conséquences. Et le gouvernement apporte aussi sa contribution avec l'initiative Maurice Île Durable lancée en 2008. Un programme qui tente de faire de Maurice une île durable. Premier souci, réduire la consommation d'énergie et la dépendance au pétrole. La facture pétrolière de l'île dépasse les 2 milliards de dollars par an, soit près du tiers de son produit intérieur brut, même si une partie de l'électricité consommée à Maurice est déjà produite à partir des déchets de la canne à sucre dans des centrales thermiques. Pour le gouvernement, il est donc primordial d'augmenter la production d'énergie renouvelable. Maurice s'est donc engagé à augmenter d'au moins 35% d'ici 2025 la production d'électricité provenant du soleil, du vent, de l'eau, de la bagasse et des sites d'enfouissement de déchets. Le gouvernement encourage aussi les Mauriciens à produire leur propre électricité par des panneaux solaires photovoltaïques. Il y a également la subvention de l'achat des chauffe-eau solaires à des milliers de familles mauriciennes, le financement de lampes à basse consommation, la modification du système d'éclairage des routes, des écoles et des hôpitaux. On encourage la population à acheter des voitures non polluantes. Il y a le recyclage du plastique et des déchets organiques, la lutte contre le gaspillage et la collecte de l'eau de pluie dans le domaine agricole, les constructions éco-friendly et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il n'y a pas que l'énergie et l'environnement. L'accent est mis également sur la sensibilisation de la population. Avec l'initiative Maurice Île Durable, le gouvernement mauricien a l'ambition de faire du pays le premier en Afrique à développer des sources énergétiques sûres, propres et respectueuses de l'environnement. En 1964, à la création de la commission de la CBLT, la commission du bassin du lac Tchad, la superficie était de 25 000 km². En 2001, la superficie est passée à 2000 km². Aujourd'hui, nous sommes à moins de 2000 km² pour la superficie du lac Tchad. Parce que tout ce qui reste, il ne reste que, si vous me permettez le terme, juste une petite mare du côté du Tchad. Alors qu'il y a au moins 3 pays qui se partagent ce lac, le Tchad, le Niger, et le Nigeria et le Cameroun. Il y a des populations qui vivent autour de ce lac. Ces populations pratiquent l'agriculture, l'élevage, la pêche. Or, aujourd'hui, avec ces sécheresses cycliques qui se passent dans le Sahel et avec la menace de la disparition du lac Tchad, toutes ces activités sont vouées à l'échec. De sorte que les populations, n'est-ce pas, qui sont autour de ces lacs, surtout les populations, les pêcheurs sont devenus des agriculteurs et aujourd'hui l'agriculture même ne marche pas. Ceux qui font l'élevage ne le font plus
c'est dire que les conséquences sont très désastreuses pour ces populations. La première solution à envisager, c'était de voir à partir de Lubangui Chari et de Logon si on pouvait charrier, n'est-ce pas, l'eau de ces fleuves pour venir alimenter le bassin du lac Tchad. Et à cet effet, un plan stratégique appelé Vision 2005 a été mis en place par le pays qui se partagent le lac Tchad, mais également de fixer les différentes digues qui sont autour du lac pour empêcher au sable d'envahir le lit du lac. Mesdames et messieurs, merci d'être restés en notre compagnie. C'est la fin de ce deuxième numéro de Rio by Africa. Toute l'équipe vous retrouve très prochainement pour la suite de notre série de magazines consacrée à Rio +20.